Bonjour à tous, bienvenue, je vous laisse arriver. Bienvenue, bienvenue. Alors, n'hésitez pas déjà, pour ceux qui sont là, à faire un petit coucou dans le chat juste pour m'assurer que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. En tout cas, très heureuse d'être avec vous ce soir. Ok, je vois que tout est ok de ce côté-là. Super. Alors, je laisse encore quelques minutes le temps aux personnes d'arriver. Vous étiez nombreux à vous être inscrits, c'est super. Plus de 140 inscriptions. Alors, je ne m'attends pas à ce qu'on soit 140 ce soir, mais en tout cas, c'est chouette de voir qu'il y a un enthousiasme pour ce sujet. En tout cas, moi, je vous le dis, je suis vraiment contente d'être avec vous ce soir. Ça faisait longtemps que je n'avais plus fait un webinaire sur ce thème. Donc, voilà, en le préparant, je me suis vraiment dit qu'en fait, ça faisait trop longtemps et que j'étais bien contente de pouvoir faire ça ce soir. Donc, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé ce matin en me réveillant, de me dire, chouette, vivement ce soir pour ce webinaire. Donc, voilà, vraiment très heureuse d'être avec vous. Alors, on va parler évidemment de nutrition et de grossesse. C'est le thème de ce soir. Peut-être avant qu'on se lance dans tout ça, juste quelques petites choses pratiques. Donc, vous l'avez peut-être vu, entendu, je crois qu'il y a un petit message comme quoi ce webinaire est enregistré. Donc, si jamais vous n'avez pas l'occasion de rester jusqu'à la fin, ça serait dommage parce que j'ai quelques chouettes annonces à vous faire. Je ferai ça après le webinaire. Mais sinon, en tout cas, donc, il y aura un replay. Vous pourrez réécouter tout ça en replay. Je l'envoie demain matin. Alors, j'ai aussi programmé que vos micros soient éteints quand vous rejoignez le webinaire. C'est juste pour éviter les interférences pendant la présentation, mais vous pourrez poser vos questions. On peut démuter les micros. Donc, n'hésitez pas à utiliser aussi le chat pour poser les questions. Ça sert à ça. Et pour ceux qui veulent bien laisser vos caméras ouvertes, c'est toujours plus sympa de vous voir. Donc, si vous êtes OK avec ça, laissez vos caméras allumées. Sinon, ce n'est pas très grave. Mais voilà, c'est toujours gai de voir aussi les interactions. Oui, encore une dernière chose au niveau pratique. Donc, le chat, il est ouvert. Je vois qu'il y en a qui ont déjà trouvé le chemin vers le chat. C'est super. N'hésitez pas aussi à vous dire, à venir vous présenter, qui vous êtes, d'où vous venez. J'ai déjà un petit bonjour d'Ardèche, super. Et quelle est votre profession ou votre spécialité, si vous êtes, de quelle façon vous êtes active dans la grossesse ou l'accompagnement des femmes pendant la grossesse. Donc, voilà pour tout ça. Alors, peut-être d'abord pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je suis Véronique Declercq, vous me connaissez peut-être à travers le blog Alimentation Joyeuse, donc j'écris tous les dimanches un article, une astuce, une info, une recette. La mission de Alimentation Joyeuse, c'est d'aider à mettre en place des bonnes habitudes pour l'alimentation de façon simple, de façon pratique, de façon réaliste. Et aussi, j'ai aussi comme spécialité de de m'occuper des femmes enceintes et de la nutrition pendant la grossesse. En fait, cette spécialité de la grossesse, j'ai envie de dire, c'est un de mes premiers amours. C'est vraiment sur les bancs de l'école en nutrithérapie, donc au CFNA. Alors, j'ai adoré ces études. Je trouve que c'est vraiment super intéressant tout ce qu'on peut découvrir en termes de mécanismes, d'impact de l'alimentation sur le fonctionnement du corps.
J'ai vraiment trouvé ça passionnant et j'étais vraiment particulièrement marquée par ce module sur la grossesse, la femme enceinte, parce que c'est vraiment incroyable à quel point on a des informations précises, prouvées, reprouvées. On est vraiment en présence de connaissances qui sont géniales, qu'on peut en fait facilement appliquer dans la pratique. C'est pas que c'est archi compliqué. Et pourtant, ben, on voit bien que c'est des informations qui n'arrivent pas facilement jusqu'aux femmes enceintes. Et donc, voilà, c'est sur, on va dire, ce double constat qu'au sortir des études, je me suis spécialisée là-dedans. Je travaillais avec des sages-femmes, on a développé des accompagnements pour les femmes enceintes. Et puis, de fil en aiguille, j'ai été amenée à donner le cours en fait, de nutrithérapie pour la grossesse et la préconception au CFNA, donc à l'école des nutrithérapeutes. Et je vois dans le chat qu'il y en a déjà qui viennent de là aussi, donc super. Donc voilà, ça vient de là. J'aime bien aussi m'adresser à vous ici ce soir, alors que vous soyez avec un background nutri ou pas du tout. Justement, mon approche ici, c'est de dire on a des connaissances, on a un savoir, on a des conseils qu'on peut transmettre. C'est pas toujours évident non plus pour les femmes enceintes d'aller voir tous les spécialistes en tout, mais cette clé dans l'alimentation, elle est aussi accessible pour intégrer dans d'autres pratiques. Encore faut-il le faire de la bonne façon, d'une façon aussi qui s'intègre bien, qui corresponde à votre personnalité, à vos habitudes. Et donc voilà, c'est un peu dans cette idée-là que j'ai organisé ce webinaire ce soir. Alors, notre programme pour ce soir, je vais juste vous partager mon écran. Hop. Aller chercher où je peux faire ça. Voilà. OK. Donc, notre programme pour ce soir, c'est de voir comment on peut aborder les conseils alimentaires dans le cadre donc, de vos spécialités, de quelle façon est-ce qu'on peut amener ça. J'ai été chercher 5 thèmes ou 5 angles d'approche pour sensibiliser les femmes enceintes à leur alimentation, pour vous permettre d'avoir en fait différents angles d'approche pour cibler un maximum ce qui va parler à la femme enceinte, ce qui va résonner pour elle et en fait pour avoir le plus d'impact possible. Donc on va passer ça en revue. Je vais aussi vous parler de quelques pièges et raccourcis à éviter quand on commence à parler de nutrition pendant la grossesse, et puis aussi où aller chercher l'info. Et si vous avez des questions, vous aurez aussi évidemment l'occasion de les poser. Alors, pour commencer, donc, comment aborder ces conseils nutritionnels et de quelle façon est-ce qu'on peut amener ça? Alors, je repartage mon écran parce que j'ai encore des choses à vous montrer. Voilà. Ouais. Non, c'est quand même plus tard. Alors, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est qu'il y a en effet différentes façons d'amener ça. Je ne pense pas qu'il y a une unique façon. Vous pouvez peut-être me dire aussi dans le chat si vous en parlez d'office de l'alimentation, si vous attendez qu'il y ait des questions spontanées de la part de vos patientes ou de vos clientes. Est-ce que vous trouvez utile de consacrer une partie des rendez-vous à certains de ces aspects-là? Est-ce que vous le faites au cas par cas? Je pense qu'il y a aussi la question de se dire, OK, est-ce que j'ai besoin d'un support? Est-ce que j'ai besoin de remettre quelque chose? Est-ce que je peux renvoyer à des articles, voilà, à d'autres sites?
Je n'ai pas d'avis vraiment tranché là-dessus. Je pense qu'il faut vraiment qu'on trouve un peu chacun ce qui convient. Par contre, là où je voulais aborder cette question avec vous, et c'est plutôt vous amener en fait à une réflexion, c'est de essayer de faire la distinction entre donner l'info, transmettre une information, et au contraire, faire en sorte que cette information se traduise dans la pratique, accompagner la femme enceinte dans un changement. Et je pense qu'en termes, alors c'est vrai pour plein de conseils, mais en nutrition, c'est capital parce que, bon, je dis la théorie en nutrition, elle est passionnante. Enfin, voilà, c'est une matière qui est vraiment intéressante, mais si ce n'est pas traduit dans la pratique, ben, ça ne sert pas à grand-chose non plus. Donc, dans les conseils, pour éviter que ça reste lettre morte, je pense qu'il y a vraiment cette dynamique de dire, OK, comment est-ce que j'accompagne la femme dans le changement? Et pour ça, pour moi, il y a deux conditions. La première, c'est quelque part d'un peu préparer le terrain, d'annoncer le sujet pour que le conseil, à un moment donné, soit entendu. La deuxième condition, c'est aussi que ce qu'on va transmettre, c'est qu'il y ait une info concrète, que ça soit pertinent, que ça soit pratique. Il faut que la femme enceinte, se sente vraiment concernée et qu'elle voit aussi clairement comment faire. Alors, sur ces deux points-là, je vais y revenir plus tard. Sur le premier, de comment préparer le terrain, comment annoncer ça. Je partageais avec vous en fait mon meilleur outil, celui que j'utilise aussi dans mes consultations, pour justement aller chercher, aller amener une thématique, un conseil qui n'est peut-être pas ce pourquoi la femme enceinte est venue chez vous. Alors en particulier, si vous ne travaillez pas dans la nutrition, mais ce n'est peut-être pas des conseils de ce genre-là auxquels elle peut s'attendre, mais vous avez aussi cerné qu'il y a peut-être un besoin ou que c'est quelque chose qui peut compléter votre accompagnement. Alors, pour amener ce conseil, moi, ce que je vous propose de faire, c'est de remettre en fait comme une sorte de petite checklist. Alors, c'est ça que je voulais vous partager à l'écran. Je le remets ici. Donc, je l'ai fait ici, donc j'en ai fait un sur la thématique des différentes choses que je vais aborder avec vous ce soir. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui est vraiment simple et concret et qu'on remet à la femme enceinte, que ce soit en version papier ou digitale, ça n'a pas d'importance. Mais l'idée de ceci, c'est de dire, il y a des sujets que vous voudriez peut-être aborder, qui sont peut-être pas ceux à quoi la femme enceinte s'attend, ou qui a aussi peut-être besoin de se faire à l'idée ou de dire, OK, ben, c'est parce que j'avais des questions aujourd'hui, j'ai envie de poser mes questions et j'ai envie de ressortir avec mes réponses, mais OK, la fois prochaine, on peut aborder d'autres sujets et typiquement, ben, pour l'alimentation, je trouve ça particulièrement utile. Donc, comment je fais? Je fais une petite liste avec différentes thématiques. Alors ici, j'ai pris vraiment les sujets que je vais voir avec vous, comme la question de la glycémie, les polluants, les toxines, les protéines, la prise de poids, tout ça, je vais en parler avec vous juste après. Mais vous pourriez mettre plein de choses là-dessus. Vous pourriez vous dire, OK, ben pour moi, c'est important aussi de parler du sommeil, par exemple, ou ben justement, peut-être une notion de l'alimentation. Ça peut être une thématique particulière de préparation à l'accouchement. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce genre de petits outils. Moi, personnellement, dans ma pratique, alors évidemment, on a toujours envie de parler de plein de choses. Mais cette petite liste, elle m'offre un double avantage. De un, c'est que, comme je vous dis, ça prépare le terrain, ça permet en fait déjà, quand on va aborder ces sujets-là, de dire « Ah ben oui, je sais, c'est un truc important. » Et en fait, les patients reçoivent l'information d'une façon différente, l'intègrent plus facilement quand c'est annoncé de cette façon-là. Le deuxième avantage pour moi, de façon hyper pratique dans les consultations, c'est que quand on remet ça, en ayant coché du coup les thèmes qu'on veut aborder ou qui sont utiles,
il ne faut pas nécessairement tout cocher, mais je mets vraiment les petits V. On a déjà un premier retour. Alors, ça peut être de tout. Soit ça peut dire, ah ben oui, justement, j'avais des questions là-dessus, ou ah, mais je ne savais pas que c'était lié, mais oui, peut-être. Ou ah non, mais je vois déjà quelqu'un d'autre, ou j'ai lu plein de bouquins à ce sujet. Mais comme ça, nous aussi, on sait un petit peu à quoi s'en tenir. Donc ça, c'était un petit outil tout simple, mais qui, moi, m'aide beaucoup en fait dans les consultations et que je trouvais intéressant, en particulier quand ici, dans la nutrition, c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu plus en dehors de vos pratiques habituelles. Alors, la question, c'est est-ce qu'on le remet, le document, avant la consulte ou pendant la consulte? Moi, personnellement, j'essaye de préparer quelque chose comme ça à la première ou en tout cas au début de l'accompagnement. C'est en fin de première consultation, quand il y a déjà eu un échange, quand on cerne déjà un petit peu mieux quelle est la situation, quels sont les enjeux pour la femme enceinte. Ben là, ça permet vraiment de dire, OK, ben on a vu telle et telle chose aujourd'hui, sachez que ça et ça et ça, ce serait peut-être intéressant à voir aussi. Donc, c'est pour annoncer du coup un prochain rendez-vous. Maintenant, moi, c'est comme ça que je le fais, mais il y a peut-être d'autres façons et je ne pense pas qu'il y ait une mauvaise façon de le faire. Donc, voilà pour ce premier point. Alors, le deuxième petit groupe de sujets que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est vraiment ce côté des thématiques impactantes pour amener le sujet. Je vois ça vraiment comme des angles d'approche. Alors, il y en a plein, j'en ai choisi 5 parce que c'est des sujets qui reviennent beaucoup et que je trouve qu'ils sont d'approche facile avec des petites infos concrètes qui parlent bien et qui apportent déjà une info intéressante aussi. Alors, ces 5 thèmes-là, je vais vous remontrer aussi à l'écran. Voilà. Donc, les 5 thèmes que j'ai choisis, on va les détailler juste après. C'est d'abord le fameux, enceinte, manger pour 2, oui, non, qu'est-ce qu'on fait? La thématique un peu plus complexe du côté tendance végétarienne et qu'est-ce qu'il en est de la viande. L'importance de la glycémie, les toxines et les polluants, et alors la prise de... Alors, le premier, c'est vraiment cette question de manger pour 2. Alors, tout le monde sait que non, il ne faut pas manger le double parce qu'on est en grossesse. Donc, ça, je pense que c'est assez connu. Et pourtant, je trouve que dans la pratique, il y a quand même tout cet aspect un peu confus autour des quantités. Parce que on peut se retrouver avec une femme enceinte qui dit « Mais en fait, j'ai plus faim. Ben oui, c'est quand même normal, je suis en train de fabriquer un bébé. Donc, c'est normal que je mange plus, mais qu'est-ce qu'il en est réellement? Alors, si vous sentez que là, justement, c'est quelque chose qui concerne votre patiente, l'info intéressante, il faut se rendre compte qu'en termes de quantité, donc en termes vraiment de calories, de quantité, sur la grossesse, donc en fin de grossesse, il y a en effet une légère augmentation des quantités nécessaires. Mais c'est vraiment, vraiment minime. Donc, si on doit calculer en termes de calories, un peu le côté standard de quels sont les besoins en dehors de la grossesse et quels sont les besoins en fin de grossesse, on est à une augmentation des besoins de l'ordre de 200 calories. 200 calories, c'est rien du tout. C'est à peine perceptible. Donc ça permet déjà de recadrer aussi en disant oui, c'est possible que vous ayez, parce qu'il y a des chamboulements au niveau des hormones, peut-être il y a l'impact de la fatigue, un sommeil différent. Il peut y avoir plein de choses qui font qu'en effet, il y ait plus faim ou qu'il y ait des envies ou des choses comme ça. Mais en tant que tel, il y a à peine une augmentation des besoins. Alors, j'entends juste un écho, je crois, pour un micro qui n'est pas... voilà, j'ai réglé ça.
Donc, ça, c'est une petite info facile à placer aussi. C'est OK, c'est possible, mais ce n'est pas une raison pour dire OK, ben, j'ai plus besoin de manger, allons-y. Alors, je vais revoir ça aussi avec la question du poids un petit peu plus tard. Mais déjà, juste cette info-là, dire, OK, il y a une augmentation des besoins, mais elle est à peine perceptible. 200 calories, ça peut vraiment passer inaperçu. N'hésitez pas à me dire si ces genres de questions, de remarques ou de thèmes qui vous parlent, que vous avez, pour lesquels on vous pose des questions. Est-ce que c'est des choses nouvelles? Est-ce que vous saviez ça? Est-ce que vous ne saviez pas ça? Donc, n'hésitez pas à me faire part de vos impressions dans le chat aussi. J'essaye de regarder un petit peu de temps en temps. Alors, l'autre point que je voulais aborder avec vous, et c'est un petit peu lié, en fait, c'est un peu la continuation du premier, c'est cette question de la viande, du côté végétarien. Alors, pourquoi est-ce que c'est lié au premier? Eh bien, parce que autant ce besoin en quantité, il est à peine augmenté en fin de grossesse, autant dans le type d'apport dont on a besoin. Pendant la grossesse, il y a un vrai besoin, une vraie augmentation des besoins en termes de protéines. Alors, ça peut être protéines animales, ça peut être protéines végétales, mais on a quand même un regard un petit peu différent sur le côté protéines animales pendant la grossesse qu'en dehors de la grossesse. Donc, c'est clair que pour la majorité de la population, le fait de réduire la consommation de viande a des bénéfices pour la santé. Et ça reste dans les grandes recommandations qu'on peut faire. Mais par contre, ça ne concerne pas tout le monde. Et en particulier pendant la grossesse, on est non seulement sur des besoins augmentés en protéines, et on est en plus de ça face à la catégorie de la population qui est bien souvent la moins concernée par le côté impératif de réduire la consommation de viande. C'est souvent chez les femmes qu'on a déjà cette démarche de moins aimer la viande, de moins en consommer, d'être plus axé sur le côté légumes, le côté végétal, et c'est très bien, c'est déjà des excellentes bases. Mais pendant la grossesse, on va quand même avoir cette attention particulière pour le côté protéines animales. Pourquoi spécifiquement les protéines animales? Parce qu'elles apportent plus de protéines que les protéines végétales. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, quand on mange 100 grammes de poulet, on a entre 20 et 25 grammes de protéines. Si on mange 100 grammes de lentilles ou de quinoa cuit, forcément, on va avoir entre 5 et 9 grammes de protéines. Donc, pour couvrir ce besoin augmenté en protéines, c'est vraiment plus compliqué si on n'a que du végétal. Et donc, les protéines animales, parce qu'elles sont, je vais dire, plus concentrées en protéines, occupent quand même une place intéressante dans l'alimentation pendant la grossesse. On ajoute à ça aussi le fait qu'il y a des besoins en zinc et en fer qui sont augmentés, et que le zinc et le fer, même s'ils sont présents aussi dans d'autres aliments, notamment les végétaux, ils sont beaucoup moins absorbés. Alors, l'enjeu de tout ça pendant la grossesse, c'est qu'on a finalement peu de temps pour rééquilibrer les choses ou maintenir des micronutriments à niveau. 9 mois, c'est vite passé. Donc, c'est pour ça aussi qu'on va changer en fait un petit peu les priorités dans le type de recommandations qu'on fait. Donc, ce côté conseil sur les protéines, le discours qu'on peut avoir est sans doute, ou le discours qu'on peut avoir de la part de nos patientes est sans doute parfois à nuancer ou à recadrer un petit peu par rapport aux besoins de la grossesse. Donc, si vous avez une femme enceinte qui dit, voilà, on a décidé de devenir végétarien, comment est-ce qu'on peut faire? Bon, déjà, il faut clairement parler des protéines végétales, mais ce serait quand même intéressant aussi de dire, peut-être que c'est une bonne idée, mais une meilleure idée de faire ça après la grossesse, par exemple. C'est évidemment au cas par cas, c'est pour ça que voilà, je vous dis différents angles d'approche, ça ne va pas être cet argument-là pour tout le monde, mais c'est un sujet sur lequel il y a souvent déjà des personnes qui sont informées, qui sont dans une démarche, qu'il faut parfois
nuancer de nouveau un petit peu et bien remettre les priorités. Alors, le point suivant, donc l'accroche suivante, c'est la question de la glycémie. Alors, sur la glycémie, je pense que justement par rapport au diabète gestationnel, s'il y a des gynécologues, des sages-femmes, des doulas qui écoutent ici ce soir, c'est un sujet qui est abordé systématiquement. Je pense que c'est un sujet sur lequel les femmes enceintes sont informées. Je ne veux pas dire sensibilisées de la bonne façon, mais en tout cas quand même informées. Alors, justement, moi, ce que j'ai choisi ici, c'est de parler de la glycémie d'un autre point de vue. Évidemment, il y a cette question du diabète gestationnel et c'est hyper important, mais on peut aussi amener les choses d'une façon, on va dire, moins l'épée de Damoclès, attention à la glycémie. Moi, j'aime bien toujours amener les conseils de façon positive, je trouve ça plus motivant. J'aime pas non plus rajouter des couches de stress, parce qu'en voulant bien faire, si on stresse les patientes, ça fait encore plus de dégâts. Et donc, on peut aussi amener cette question de la glycémie d'un autre point de vue et plus du point de vue du bébé. Sachant que les variations de glycémie chez la maman vont aussi se répercuter sur la glycémie du bébé. Donc, on a le placenta qui va être mis en place donc, en début de grossesse, qui sert vraiment, on va dire, de réservoir, de filet de secours au niveau de tout ce qui est nutriments, micronutriments. Donc, c'est génial ce truc. Ça va, même si les apports, les réserves sont un petit peu limites sur certaines choses, c'est priorité au bébé pour que le développement se passe le mieux possible et que lui, il ait tout, même si c'est au détriment de la maman. Donc, ça nous, on va dire, ça va nous rassurer du point de vue nutriments, micronutriments. Mais ce que le placenta ne fait pas, c'est qu'il n'est pas la zone tampon entre la glycémie de la maman et la glycémie du bébé. Ce qui veut dire que si on a des hyperglycémies, des hypoglycémies à répétition à cause d'une alimentation trop sucrée ou trop riche en féculents, ou qu'il y ait une alimentation qui soit très irrégulière, qu'on saute régulièrement des repas, mais tout ça, ça va avoir un impact immédiat sur la glycémie. À savoir que si on a beaucoup d'hyperglycémie, la conséquence sur le bébé, ça peut être soit déjà un bébé en surpoids et donc des complications au moment de l'accouchement. Ça peut aussi se répercuter avec une plus grande propension à la prise de poids et un risque plus élevé de surpoids pendant l'enfance ou même à l'âge adulte. Ça, c'est pour les hyperglycémies. Les hypoglycémies, c'est comme des déficits d'énergie. Or, cette fabrication du bébé, c'est à un rythme incroyable. Il y a certaines fenêtres de développement qui sont quand même relativement courtes. Et donc, si on a à répétition des déficits d'énergie, ben, il y a vraiment ce côté, ben, il n'y a pas ce qu'il faut en termes de ressources pour avoir un développement optimal. Donc, cette glycémie, c'est aussi ça, c'est cette gestion de l'énergie, ni trop, ni trop peu, pour ne pas avoir les conséquences liées à ça. Donc, de nouveau, c'est une autre façon d'amener ou de sensibiliser à l'importance de l'alimentation. Un autre sujet qui, et pour moi, c'est la grossesse, c'est le moment idéal pour aborder ce type de sujet, c'est tout ce qui concerne les toxines et les polluants. Alors, on a malheureusement objectivé que déjà, même pendant la grossesse, donc dans le ventre de la mère, les bébés, les fœtus sont exposés à des polluants. On a mesuré des dizaines et des dizaines de polluants et perturbateurs endocriniens dans le cordon ombilical. Est-ce qu'on peut tout éviter? Non, bien sûr que non. On ne va pas pouvoir tout éviter. Mais il y a quand même certains petits gestes finalement assez faciles
qui peuvent être mis en place pour éviter ou pour limiter, essayer d'éviter un maximum certaines toxines ou certains polluants. Ah ça, alors pourquoi est-ce que c'est un sujet qui est chaud, j'ai envie de dire, pendant la grossesse? C'est parce que les fœtus, les nouveau-nés, les enfants sont en fait plus sensibles, plus vulnérables à l'effet des polluants et des perturbateurs endocriniens parce qu'il y a encore ces phases de développement. Et donc, c'est particulièrement important pour eux aussi d'essayer de limiter ça au maximum. Alors, j'ai juste choisi 2 pistes ici, de nouveau pour garder des choses qui soient concrètes, qui soient accessibles. Évidemment qu'il y a moyen de parler pendant 2 heures sur tout ce qui est toxines et perturbateurs endocriniens, mais ici, le but, c'est vraiment de pouvoir accrocher sur une thématique et donner quelques conseils qui vont être mis en pratique. On ne peut pas tout faire, mais s'il y a déjà quelque chose qui peut être mis en place, c'est déjà ça de gagner. Donc, en ce qui concerne les toxines et les polluants, pour moi, 2 façons relativement faciles de déjà éliminer une partie de l'exposition, c'est au niveau de l'alimentation, manger bio. Alors, bio, en fait, je veux dire sans pesticides, donc qui est le label bio ou pas, mais donc plutôt des produits qui sont non traités. Pour justement la question de la viande, c'est aussi ce qu'ont mangé les animaux. Donc, on va dire bio dans l'idée du bio, pas nécessairement dans le label, mais l'idée, c'est d'essayer de ne pas avoir à tous les repas, parce qu'on mange tous les jours, 3 fois par jour, 4 fois par jour. Si il y a déjà ça en moins, c'est quand même déjà un bon morceau. Donc, c'est le bon moment. Pendant la grossesse, c'est le bon moment. Ce sera encore toujours d'application avec des énormes avantages pendant l'allaitement aussi. Et puis, si l'habitude est prise, autant que ça continue pour la suite. Deuxième point, en ce qui concerne les toxines et les polluants, c'est la question du plastique. Alors, le plastique et l'alimentation, c'est vraiment une association qui ne fait pas bon ménage. Essayez d'éviter tout ce qui est aliments et surtout les aliments gras dans du plastique. C'est un petit conseil tout simple qu'on peut donner. Ça se traduit aussi à la maison, c'est éviter de stocker les restes dans des petits Tupperware en plastique. Il existe maintenant plein d'alternatives en verre. On peut aussi simplement mettre dans un bol et couvrir avec, il y a des petits films ou des tissus, des choses comme ça. Et puis, même si le couvercle est en plastique et ça ne touche pas l'aliment, là, ça va. Et donc, ça, c'est des petits gestes qui ont déjà le bénéfice au moment même. On continue sur la lancée pendant l'allaitement aussi, parce que si on veut à un moment donné, par exemple, tirer le lait, le stocker, le lait, c'est un aliment qui est gras, on va éviter d'utiliser du plastique. Donc, c'est des petites choses qu'on peut mettre en place, mais qui vont aussi déjà servir pour plus tard. Voilà pour tout ça. Alors, en entre-temps, je vois qu'il y a des questions. Ouais, j'imagine que c'est par rapport au point précédent sur le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, on ne l'aime pas trop pendant la grossesse. Alors, il y a plein d'avantages au jeûne intermittent en dehors de la grossesse, mais justement pour cette question de stabilité de l'énergie, on n'aime pas trop qu'on saute des repas. Et alors, l'autre question, quid des récipients en silicone? Bonne question. Alors, il y a toujours comme ça des alternatives. Il y a eu tout à coup le bambou qui était soi-disant super. Maintenant, on a fait machine arrière là-dessus. Je n'ai pas les données surtout. En tout cas, plutôt que, en attendant de savoir ou de ne pas savoir, moi, je préfère jouer sûr. Et donc, là où on est sûr, c'est tout ce qui est la vaisselle en porcelaine, céramique et le verre. Donc, du coup, là, moi c'est ce que je conseille. Je ne sais pas si j'ai loupé d'autres questions. Comment aider pour gérer les envies irrépressibles, etc. Bon,
je ne vais pas pouvoir tout expliquer ici parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'enjeux. C'est souvent lié en fait, la première raison, c'est que le corps, il ne reçoit pas ce dont il a besoin. Et quand le corps est mal nourri, ben, il est en demande pour autre chose et en général, c'est plus en mode du coup urgence. Et le mode urgence, c'est rarement les carottes râpées dont on a envie. C'est plus en effet les chips, les grasses, etc. Donc déjà, le fait de rééquilibrer les repas pour veiller à ce que le corps soit nourri au sens vraiment nutritionnel du terme, ça va déjà éliminer une partie des envies. Probablement pas tout, on est bien d'accord. Il y a énormément d'envies, d'attirance aussi qui sont en fait la compensation par rapport à du stress. Donc ça, ce serait plutôt la question de gestion du stress. Et puis, il y a aussi la question simplement de l'habitude, c'est le sucre appelle le sucre. Et j'ai bien vu que moi, je t'ai dit les chips, etc. Mais en fait, quand je parlais de glycémie juste après, les paquets de chips, les choses comme ça se comporte, enfin, l'effet sur la glycémie, c'est comme les paquets de bonbons. Donc, en fait, on est sur le même axe du sucré. Le sucre appelle le sucre, donc c'est petit à petit se dire, OK, ben, je remplace je m'habitue à manger moins sucré, je remplace certaines choses plus sucrées par d'autres. C'est un travail qui, idéalement, s'étale dans le temps. Alors, je sais qu'en grossesse, on n'a pas toujours beaucoup de temps, et là, il faut choisir vraiment les priorités. Alors, j'avais encore un autre point, un autre angle d'approche que je voulais partager avec vous, et c'est la notion de prise de poids. Et ici, je vais vraiment parler de prise de poids excessive. Je pense que ce point-là, c'est ce que je vais vous raconter ici, c'est suite à ces explications-là que j'ai dû avoir le plus souvent la même phrase, c'est « Ah, si seulement on m'avait dit ça pendant ma grossesse ou avant ma grossesse. » Il y a cette notion de prise de poids excessive pendant la grossesse qui a en fait un petit bonus, un petit bonus dont on se passerait bien, mais il est quand même là. Donc, on est bien d'accord, il ne s'agit pas de faire régime pendant la grossesse. La prise de poids, elle est normale, elle est nécessaire pendant la grossesse. Ici, je parle vraiment si on est sur des prises de poids qui dérapent. Là, ça peut être intéressant de nouveau comme angle d'approche d'expliquer en fait qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. En fait, quand on prend du poids, il y a les cellules graisseuses qu'on appelle les adipocytes qui gonflent. Ils sont faits pour ça, ils peuvent faire jusqu'à 50 fois leur taille d'origine. Donc, on prend du poids, on stocke de la graisse, les adipocytes gonflent, on maigrit, on élimine de la graisse, les adipocytes reprennent une plus petite taille. Ça, c'est le mécanisme de prise de poids et stockage de graisse. Il y a deux moments dans la vie où il y a un bonus à ça. Ces deux moments, c'est les pics de croissance dans l'enfance et la grossesse. À ces moments-là, on a non seulement les adipocytes qui augmentent en volume, mais on a aussi les adipocytes qui se multiplient. Donc, on en a plus. Et c'est les adipocytes additionnels, pareil, même mécanisme, ils gonflent ou ils dégonflent. Donc, évidemment, les kilos de la grossesse, ça se perd et c'est souvent aussi les petits discours qu'on entend. « Oh, mais c'est pas grave, tu les perdras avec l'allaitement, fais-toi plaisir pour l'instant, les kilos de la grossesse, ça s'élimine après. » C'est vrai, mais il y a quand même un petit mais. C'est que ça peut être plus difficile à perdre une fois qu'on a des adipocytes qui se sont multipliés d'une part et surtout d'autre part, à l'accouchement, les adipocytes supplémentaires, ils s'en vont pas, ils restent. Donc, ce qui veut dire qu'une femme qui a eu une prise de poids très importante pendant la grossesse, même si elle arrive à perdre des kilos après la grossesse, elle reste en fait avec une plus grande sensibilité à la prise de poids. Elle reste avec une plus grande propension à la prise de poids par la suite. Donc, il y a vraiment un avant et un après grossesse si il y a une prise de poids qui est trop importante. Ce genre de petites choses-là, c'est parfois juste l'élément déclencheur qu'il faut pour se dire « Ah ben non, c'est trop bête, je vais quand même faire attention à quelque chose. » Souvent en alimentation, c'est ça, c'est qu'il faut trouver quel est l'angle d'approche, quelle est cette petite info
qui va prendre 2 minutes à expliquer, mais qui va dire « Ah oui, ça vaut peut-être la peine que je fasse quelque chose, ou que je m'intéresse, ou que je mange différemment, ou de me dire « Mais oui, mais en fait, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux faire ?» Voilà, c'est vraiment dans cette optique-là que je vous partageais toutes ces petites astuces. Est-ce que ça vous parle, tout ça? Est-ce que vous pensez pouvoir placer ce genre de choses? Est-ce que vous pensez que ça peut aider justement vos patientes? Pourquoi est-ce qu'on est plus sensible? C'est tout simplement parce que il y a un capital graisseux qui est plus important. Et donc, je ne sais pas si on peut utiliser la notion d'élastique ou dire, voilà, après, ça va plus facilement. Mais il y a vraiment ce côté, ce bonus avec le fait que le point de départ n'est plus le même, vu qu'il y a déjà plus de cellules de graisse. Si on me l'avait dit avant mes 2 grossesses, ben oui, Magali. Oui. Voilà, mais donc ça, message à faire passer du coup pour les femmes enceintes que vous avez la chance d'accompagner. Alors, après donc ces angles d'approche que je trouve voilà, plus sympathiques, c'est autre chose que de dire est-ce que vous faites attention à votre alimentation, c'est important. Voilà, on peut amener ça d'une façon un peu plus concrète et plus impactante, je trouve aussi. Autre sujet que je voulais aborder avec vous, c'était les pièges ou les raccourcis qu'on rencontre parfois quand on donne des conseils pour l'alimentation. Alors, pour ça, je repartage mon écran. Non, ça n'a pas marché, je pense. Ok. Celle-là. Ouais, ça me paraît bien. Alors, dans ces pièges et raccourcis, donc on entend manger équilibré, manger de tout, manger varié, limiter les sucres, ne pas sauter de repas. Tout ça, c'est juste. C'est pas que c'est des mauvais conseils, mais c'est des conseils que je n'aime pas. Pourquoi est-ce que j'aime pas? Parce que je trouve ça vague. Et donc, on peut donner ce genre de conseils, et ça part d'une bonne intention, c'est certain. Mais en fait, en creusant ça, on se rend compte qu'il y a une marge d'interprétation énorme. Et pourquoi je n'aime pas ces conseils en particulier? C'est parce que quand on dit manger varié, manger de tout, manger équilibré, il y a vraiment des personnes qui vont faire des efforts, qui vont changer des choses dans leur alimentation, mais qui vont peut-être justement passer à côté de ce qui les concerne plus ou faire des efforts dans le mauvais sens en disant un jus d'orange frais le matin pour mes vitamines, c'est super. En fait, non, c'est pas super pour la glycémie. Enfin, il y a trop il y a trop de marge d'erreur, j'ai envie de dire, avec des conseils comme ceux-là, d'une part. Et ça, je trouve ça tellement dommage. Et c'est vrai qu'en consultation, c'est pas rare d'avoir ça, de voir des personnes qui disent « Ah, je fais attention à ça et ça ». Et puis, on est obligé de leur dire « Oh, mais désolé, mais ça, en fait, c'est pas le bon effort. » Ou ça, c'est bien pour ça, mais c'est pas bien pour ça. Et donc, voilà, moi, je trouve ça vraiment... quelque part, j'ai envie de dire, c'est trop injuste. Ils veulent faire une démarche et puis en fait, c'est pas dans le bon sens. Ça, si on donne des conseils, peut-être pas aussi complets, mais plus ciblés, on évite aussi ce genre de choses-là et on se retrouve avec quelque chose, au moins qui est mis en place et qui est mis en place dans le bon sens. Et la deuxième raison pour laquelle je n'aime pas ces conseils, c'est que on peut très bien se retrouver avec le conseil de « oui, je dois manger équilibré », mais en fait, ça veut dire quoi?
oui, je dois manger varié, mais c'est quoi réellement varié? Limiter les sucres, ok, mais je rajoute pas de sucre, moi je mange pas très sucré, mais en fait, si il y a aussi, parce qu'on disait des chips, des pizzas ou beaucoup de féculents, l'impact est aussi du même ordre que si on mangeait du sucre. Donc, il y a trop de marge d'erreur et en même temps, pour certaines personnes, ça va être trop vague et finalement, ça va rester lettre morte parce que c'est pas ciblé, parce que c'est pas impactant. Limite, ça va être le conseil embêtant qu'on s'empresse d'oublier parce qu'en fait, on ne sait pas très bien comment s'y prendre. Donc, pour moi, les pièges dans l'alimentation, c'est vraiment plus ça, c'est de soit rester sur des choses trop vagues, qui ne vont pas se traduire dans la pratique parce que finalement, la femme, elle ne sait pas comment faire. Soit déclencher une action, mais pas dans le bon sens. Et je trouve que là aussi, c'est vraiment dommage. Donc, par rapport à tout ça, quand on voit comment utiliser ces angles d'approche, si vous dites, OK, oui, ça peut quand même être vraiment utile de parler d'alimentation, d'aller cibler sur, parler d'alimentation si c'est quelque chose qui vient compléter votre approche ou si vous êtes déjà dans la nutrie, veut dire comment est-ce que je peux cibler plus particulièrement pour la grossesse. J'espère que déjà ces éléments-là vous ont aidé aussi pour aborder les choses avec des petites infos, mais qui soient vraiment ciblées, percutantes quelque part et pratiques. Alors, il reste évidemment aussi la question de où est-ce qu'on va trouver la bonne info, quel contenu est-ce qu'on va mettre du coup dans les recommandations. Moi, je vous ai donné quelques angles d'approche, mais c'est clair qu'il reste encore le oui, mais comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que ça se traduit dans la pratique? Alors, pour moi, le fait d'aller chercher cette bonne info, ça passe par la compréhension des mécanismes nutritionnels de la grossesse. Je vous disais, moi, c'est un truc, je trouve ça vraiment passionnant en nutrithérapie et de comprendre en fait ces mécanismes-là. Il n'y a pas besoin de devenir des spécialistes en nutrition de la grossesse, mais le fait de comprendre certains mécanismes de base qui se passent pendant la grossesse, en fait, ça permet, en particulier si ce n'est pas votre domaine de base, ça permet en fait de cibler beaucoup plus rapidement quel est le besoin. Qu'est-ce qu'on va avoir comme impact? Quels conseils est-ce qu'on doit donner? On peut évidemment se retrouver avec plein de conseils ou des petites fiches pour ça et ça et ça, plein de trucs pratiques. Mais de nouveau, on risque de se retrouver sur quelque chose qui n'est pas complètement adapté, où il y a trop de choses, où la femme se retrouve perdue là-dedans. Vous n'avez peut-être pas le temps non plus d'aborder tout ça. Mais s'il y a cette compréhension des mécanismes, ça permet vraiment puisqu'il y a une compréhension derrière, ça permet de trouver en fait tout de suite la bonne approche. Pour moi, c'est ça le fait de où est-ce qu'on va trouver cette bonne info. C'est d'abord de comprendre les choses et de là, en fait, découle le côté, le conseil ou le côté pratique qu'on peut mettre en place. Alors évidemment, oui, ça tombe dans mes cordes. Moi, c'est la partie que j'adore aussi, c'est cette partie compréhension des choses. Je trouve ça aussi super chouette à communiquer. Et j'ai organisé une formation là-dessus il y a 1 an et demi maintenant sur justement les mécanismes clés de la grossesse pour les professionnels. Il y avait beaucoup de sages-femmes, mais aussi des nutris, des kinés, des pharmaciens, etc. Et donc, le but de cette formation, c'était vraiment ça, c'était de dire, OK, quelles sont les bases? On comprend les bases, on comprend les mécanismes et on a le côté traduction pratique qui va avec pour avoir cette bonne fondation qui va vous permettre de sortir le bon conseil, le bon type pratique
pour la femme que vous avez devant vous à ce moment-là. Alors, cette formation, je réouvre les portes de cette formation maintenant aussi. Je vais vous montrer un petit peu en quoi ça consiste. Donc, je refais un petit groupe pour maintenant, en fait. Donc, l'idée avec cette formation, c'est, comme je vous disais, vraiment de pouvoir vous aider à compléter votre prise en charge par des conseils nutritionnels judicieux, que vous puissiez répondre de façon concrète aussi aux questions qu'on vous pose et de mettre à votre disposition aussi des outils pratiques à utiliser dans vos spécialités. En quoi ça consiste? C'est quoi le contenu de cette formation? Donc, si vous avez envie d'aller plus loin dans la lignée de ce que je viens de vous expliquer ici en disant, OK, voilà, c'est un sujet qui me parle, c'est quelque chose que j'ai envie d'intégrer dans ma pratique, ou c'est quelque chose pour lequel j'ai envie d'être plus à l'aise aussi, de pouvoir plus facilement donner les conseils ou que ça prenne moins de temps parce qu'on est plus vite le bon conseil. C'est ça dont, voilà, c'est le thème de la formation. Donc, le contenu, c'est des modules vidéo en ligne, avec aussi les notes de cours que vous pouvez télécharger, donc tout ce qui est schéma, visuel, etc. Tout ça, vous pouvez télécharger. Et on a aussi des sessions de groupe en live pour échanger, pour avoir la dynamique de groupe, pour partager les cas pratiques, les expériences, etc. En termes de contenu en tant que tel, donc on va parler des mécanismes clés de la nutrition pendant la grossesse, avec les outils pratiques et les recommandations alimentaires concrètes qu'on donne, et puis je vous disais ce partage d'expériences, les cas pratiques, etc. Je vous ai mis ici donc le titre il y a 5 gros chapitres, 5 modules qui sont divisés en sous-chapitres. Donc, les mécanismes nutritionnels clés, les étapes nutritionnelles de la grossesse. Donc, ça, c'est vraiment dans la chronologie, le déroulement de la grossesse avec les recommandations alimentaires adaptées. Et puis, on parcourt aussi tout ce qui est désagréments et complications. Ça va des nausées au diabète gestationnel, en passant par la constipation, les douleurs, etc. Et donc, chaque fois, les pistes nutritionnelles, les pistes alimentaires ou les solutions naturelles qu'on peut apporter à tout ça. Il y a également un chapitre sur les compléments alimentaires, donc quels sont ceux qui sont intéressants, quels sont ceux qu'il faut éviter, comment est-ce qu'on peut bien les choisir. Il y a un tableau aussi où on voit quels sont les besoins au fil de la grossesse pour vraiment adapter ça à la personne que vous avez devant vous et à ses besoins en particulier. Et puis, il y a les cas pratiques qu'on discute, qu'on partage pendant les sessions. Alors, si j'ai envie de dire, cette prolongation aussi, ce cours vous intéresse, je vous disais, c'est un cours que j'ai déjà donné dans le passé. Et voilà, je vous ai mis quelques témoignages de kinés, sages-femmes qui ont suivi le cursus et qui disent, voilà, formation super utile, on repart avec des outils pour notre pratique, on comprend les mécanismes, on peut faire les liens entre certaines habitudes et des soucis durant la grossesse. Véronique connaît son métier, transmet son savoir avec passion. C'est vrai, c'est une matière que j'adore. C'est vraiment trop chouette à expliquer aussi. Donc, voilà. La formation est super complète. La formation a vraiment répondu à mes attentes. J'apprécie la précision et la rigueur scientifique. C'est vrai qu'on ne raconte pas n'importe quoi non plus. Et les outils pratiques à utiliser dans les consultations, comme le tableau des compléments alimentaires. Ou formation très claire, bien adaptée à ma pratique. Bon, voilà, juste quelques petits témoignages de personnes qui l'ont suivi. Alors, au niveau de l'investissement pour ce cours, j'ai fait le calcul, j'ai mis tout ce qui était
proposer là-dedans, que ce soit les notes de cours, les sessions en live, les modules vidéo. Alors, il y a plus de 5 heures de cours. Alors, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas 5 heures en un bloc, c'est vraiment découpé par chapitre, par sous-chapitre, pour avoir des choses qui sont vraiment accessibles. C'est une formation qui est super concentrée en valeur. Alors, si je devais coller un prix sur tout ça, j'en arrive à plus de 1 000 €. Et ce n'est pas tout, parce que sur base des témoignages et des commentaires des versions, enfin des sessions précédentes, j'ai encore rajouté aussi des bonus. Alors, cette fois-ci, vous avez vraiment des super chouettes bonus. Je sais que je le dis de moi-même, mais voilà, je suis enthousiaste par rapport à tout ça. J'ai rajouté à ça donc une session aussi individuelle pour poser vos questions ou vos cas pratiques. Vous l'avez quand vous voulez, pendant la formation, après la formation. C'est ce qui vous convient le mieux. J'ai aussi développé des menus types et des fiches de recettes spéciales grossesse que vous pouvez donner à vos patients pour que ça soit aussi concrète pour elles. Et alors, vous avez aussi l'accès à la formation préconception que je vais organiser. Donc là, ce sera aussi tout l'aspect alimentaire et nutritionnel en préconception. Quels sont les enjeux? Quelles sont les recommandations qu'on fait au féminin et au masculin? Parce que c'est vrai que pendant la grossesse, on oublie un peu monsieur, il n'y a plus grand-chose à faire là, mais avant, c'est important aussi. Et au niveau alimentaire, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire à deux, justement. Donc ça, ce sera dans la formation préconception. Donc de nouveau, beaucoup, beaucoup de valeur dans ces bonus. Donc ça nous fait voilà, une valeur de plus de 1 300 €. Alors non, ce n'est pas ça que je demande pour la formation. La formation, elle coûte 295 €. C'est une formation qui se donne en ligne. Je vais vous mettre le lien tout de suite dans le chat. Donc, si ça vous parle de compléter vos consultations sur cette thématique pour avoir cette approche, à la fois cette base solide de comprendre les choses et le côté pratique de comment partager ça en fait de façon concrète, c'est ce que je propose dans cette formation. Et alors, dernière chose aussi, pour vous qui êtes là ce soir, qui écoutez maintenant, je fais encore un bonus supplémentaire, c'est-à-dire que ce n'est pas 295 €, c'est 225 €. Alors ça, c'est une offre qui est limitée dans le temps, jusque demain midi. Je sais que c'est une question de pression du temps. C'est comme ça que l'être humain fonctionne. Quand on a une échéance, on s'y met. Et c'est pour ça aussi que la grossesse, c'est le super moment pour parler de l'alimentation. Parce que c'est à ce moment-là aussi qu'on a le plus de réceptivité sur qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. C'est qu'on n'a que 9 mois, c'est une période qui est unique dans la vie et donc c'est vraiment aussi le bon moment pour faire ça. Alors, je vais d'abord vous partager donc, le lien que je voulais vous mettre ici. Je vous rajoute ça dans le chat. Donc, sur ce lien que je mets ici, vous avez tous les détails de la formation, genre beaucoup plus dans le détail sur tout le contenu des modules, avec tout ce à quoi vous pouvez vous attendre. C'est accessible directement. J'ai déjà mis les dates aussi pour les sessions en live qui sont enregistrées. Donc, si vous n'êtes pas disponible, vous pourrez les réécouter. Donc, il y a beaucoup de détails là-dessus. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me les poser. Et j'avais vu qu'il y en avait déjà une. Alors, est-ce que par rapport à ce qu'on a au CFNA, alors il y a des bases qui sont les mêmes, hein, je ne vais pas inventer d'autres choses, mais ce n'est pas la même chose. Donc ici, le but de cette formation ici, c'est vraiment axé sur la consultation. C'est axé sur ce qu'on va pouvoir donner concrètement comme recommandation à la femme enceinte. Donc, il y a les bases qui sont moins approfondies que ce qu'il y a au CFNA. Donc, la base théorique, elle est je vais dire, simplifiée pour vraiment garder la base, les essentiels qu'il faut connaître. Donc, la formation s'appelle les incontournables. Donc, c'est vraiment ça. Mais il y a le côté vraiment, comment est-ce qu'on traduit ça pour les conseils en consultation. Donc, la différence, elle est là.
Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. En tant qu'étudiante sage-femme, est-ce que je peux aussi avoir accès à la formation? Oui, oui, pas de problème. Pour moi, l'idée, c'est donc il n'y a pas de prérequis en nutrition qui sont nécessaires pour ça. C'est pas une formation au grand public dans le sens où c'est vraiment axé sur ce conseil en accompagnement de la femme enceinte. C'est pour ça que je cible plus sur les sages-femmes, les kinés, enfin tous ceux qui accompagnent en fait ou qui sont en contact avec les femmes enceintes pendant leur grossesse. Mais donc, pour Fanny, la réponse est oui. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions si vous voulez démuter votre micro et intervenir par rapport à des choses qu'on a vues avant, que ce soit sur la formation que je propose ou sur la thématique qu'on a abordée avant, n'hésitez pas. Je vais juste, moi, changer ma vue. Je crois que ça ne change rien pour vous, mais comme ça, je vous vois. Ah, est-ce qu'on m'entend? Oui, Oui. c'est Joël? Oui, voilà, c'est bon. Ouais. Oui, je lève la main. Bonsoir. D'abord, merci beaucoup, Véronique, pour cette formation très intéressante. Alors, moi, je sors du CFNA de octobre, hein, donc je suis une petite nouvelle. Et je commence seulement les consultations samedi-ci, donc le stress monte. Mais je n'ai pas de femme enceinte dans mes 2 premiers patients. Par contre, ça m'intéresserait très fort, mais pour l'instant, comme je débute, ça va pas être possible de suivre ça pour l'instant. Est-ce que tu envisages de faire ça dans 1 an ou est-ce que c'est une formation que tu vas reproposer régulièrement ou pas? Voilà. Je ne sais pas, dans le sens Oui. où oui, je l'ai déjà proposé et finalement, ça m'a pris, c'était en juin 2021. Donc, ouais, ça fait presque 1 an et demi, 2 ans que je ne l'avais plus donné. Je peux rien, enfin, j'ose pas promettre Oui, ok. que c'est quelque chose qui va revenir d'ici, enfin, voilà, d'ici l'année. Je pense pas. Mais en tout cas, c'est donc il y a les vidéos, tout ça sont sur le portail qui reste accessible tout le temps. Et les sessions live sont enregistrées, elles restent là aussi tout le temps. Donc, même si c'est pas pour tout de suite, vous gardez l'accès aussi souvent que vous voulez, aussi longtemps que vous voulez. Et même pour cette session one-to-one, ça c'est dans 1 an ou dans 2 ans. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Ah oui, c'est ça, parce que je me disais que comme je n'aurais pas encore de consultation de femme enceinte, peut-être pas avant, je ne sais pas, 6 mois ou je n'en sais rien. Effectivement, déjà suivre, c'est intéressant, mais le one-to-one était encore plus intéressant après Ouais, après quelques ouais, pas de problème. expériences. Pour le Ah one-to-one, oui, pas de problème. ok, ça va. Ok, merci. Avec plaisir. D'autres questions? D'autres demandes? Ok, bon, super. Moi, je vous remercie aussi d'avoir été si nombreux ce soir ici en direct. Et j'espère que ça vous a été utile. J'espère que vous allez pouvoir utiliser ça dans votre pratique installée ou qui démarre. Et donc, bravo à tous ceux qui se lancent. C'est super. Et donc, de toute façon, vous aurez de mes nouvelles par email demain, vu que je vous envoie le replay. Et par la même occasion, si ce n'était pas encore le cas, vous recevrez mes petits emails du dimanche. J'essaye d'être bien régulière pour tout ça. Donc, merci à tous et passez encore une bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir.